Alors, les outils pour chasser une nouvelle particule. Alors, il paraîtrait, à cafeter un prof tout à l'heure, que certains d'entre vous ont fait un exercice sur un cyclotron ce matin. Dénoncez-vous. Parce que là, vous allez en avoir un petit peu besoin, même si c'est la génération du dessus, le LHC. Donc, j'ai rien besoin de vous expliquer, là. En fait, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des particules stables, fort heureusement, d'accord? Sinon, on ne serait pas là. Donc, les particules stables, c'est... Allez, réveillez-vous, les gars. Ouais. Et encore un. Oui, enfin, d'une certaine façon. Et il m'en manque un. La lumière. Je l'ai entendu. Ouais, le photon. Tout le reste, ça se désintègre si trop produit. Alors, plus ou moins rapidement, mais dans tous les cas, beaucoup trop rapidement pour nous. Ça, c'est une certitude. Et donc, si je veux étudier une particule instable, eh ben, la meilleure chose à faire, c'est de la produire. Comme ça, je sais que je suis là au moment où elle se désintègre et donc je peux l'étudier. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on fait, on produit des particules. Pour ça, on se sert de l'équivalence énergie-matière ou énergie-masse d'Einstein, E égale mc2. Ça, vous en avez fait de la relate, je suis sûre. Ça me dit juste que je peux avoir de la matière, de l'énergie, de la matière, tout ça, c'est équivalent. Donc, c'est ça qu'on fait. On prend des particules, on leur confère une énergie cinétique élevée grâce à nos accélérateurs, c'est le gamma de Lorentz qui est là. On les fait se tamponner, on récupère de l'énergie. De cette énergie sortent des nouvelles particules. Alors, j'insiste. Alors, en particulier, vous l'avez vu, Particle Fever, vous, là, tous, qui êtes là ? Il y a un moment de ce film qui me colle au plafond tellement il m'exaspère. Il faut que vous sachiez que ce moment est faux et je vais vous le démolir là maintenant devant vos yeux ébahis. C'est quand la postdoc, bon, elle est spécialiste du trigger, hein, elle ne peut pas être spécialiste dans tout, utilise cette image débile des deux bagnoles qui se collisionnent. Vous m'effacez ça de votre esprit immédiatement. Parce que cette image, qu'est-ce qu'elle véhicule ? Tiens, joli choix de mots. Cette image, ce qu'elle véhicule, c'est que quand je tamponne deux choses, je récupère les débris des deux choses. On efface tout, on recommence. Là, on est en théorie quantique des champs. On annihile des particules, on a de l'énergie, on crée des particules de toutes pièces, si j'ose dire, d'accord ? C'est le sens de ce machin très naïf qui pourtant a un contenu extrêmement sensé. Dans un collisionneur, je fais collisionner tout le temps des fraises, des bois, et j'obtiens des pommes, des bananes, des prunes, pourquoi pas des ananas. Ce que ça veut dire, ça, il est évident que les pommes, les bananes, les prunes, etc., ne sont pas présentes dans la fraise des bois avant la collision, d'accord ? Donc vous me virez l'image des deux bagnoles qui se tamponnent, faux. On est en théorie quantique des champs, on crée de nouvelles particules à partir de la collision de deux particules qui n'ont rien à voir. C'est pas des constituants ou des débris de la collision, c'est vraiment des particules nouvelles qui sont créées dans le processus. Alors le modèle, le Lagrangien du modèle standard, permet de calculer ce qui va être produit et dans quelle proportion. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour créer une particule, là, ça remonte à Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, conservation de l'énergie. Pour créer une particule d'une certaine masse, il faut mettre l'énergie correspondante. Donc ça, c'est important quand on cherche une nouvelle particule. Si on ne la voit pas, ça ne veut peut-être pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut peut-être juste dire qu'on n'avait pas l'énergie qu'il fallait pour créer sa masse. C'est comme ça qu'on a couru après le boson de Higgs. Alors le cahier des charges, pour la chasse au boson de Higgs, c'était pas évident parce que notre théorie, qui est super belle, la masse du boson de Higgs dedans, c'est un paramètre libre. Ça veut dire qu'il n'était pas prédit, d'accord ? Bon, ok, trop cool. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que je viens de dire. On essaye avec des accélérateurs, des collisionneurs, et puis si on voit rien, on recommence à plus haute énergie. Alors quand on en était arrivé, par exemple là, c'est je crois en 2009, Vert s'était exclu par le LEP. C'était un collisionneur électron-positron qui était au CERN avant dans le même tunnel que le LHC. Donc il avait une masse supérieure à 114. Puis il y avait le Tevatron, qui était un collisionneur antiproton aux États-Unis au Fermilab, qui avait exclu la bande en orange foncé. Là. Mais donc on avait quand même une grande fenêtre où on pouvait encore espérer le trouver. Par contre, une fois qu'on fait une hypothèse de masse, la théorie nous permet de prédire tout. Ses probabilités de création en fonction des collisions, ses probabilités de désintégration, etc. etc. Vous savez ce que c'est que le spin d'une particule ? Ouais, cool. Bon, bah même son spin, sa parité, tous ces autres nombres quantiques. Je vais revenir là-dessus. Alors, le problème de ça, c'est qu'une fois que j'ai fait une hypothèse de masse, par exemple, je vais prendre un truc pas trop loin de la réalité, 120 GeV, vous savez ce que c'est que l'énergie dans le centre de masse ? C'est l'énergie qui est disponible dans une collision. On appelle ça le centre de masse parce qu'on fait des collisions frontales, là en l'occurrence, au LHC. Le LHC, c'est la ligne que vous distinguez à peine, mais en gros, elle est là. Ça, c'est les probabilités d'occurrence de tout un tas de processus. Ça, c'est le tout venant, c'est-à-dire la totale. D'accord ? Donc, le point là, c'est ce qu'on attendait au LHC de probabilité d'occurrence du tout venant. Et ça, c'est ce qu'on attendait au LHC de probabilité d'occurrence d'un X de 120 GeV.
c'est-à-dire pas trop loin de la réalité. Bon, il y a un facteur 10-10 entre les deux. Okay, ça veut dire qu'il faut que je me grouille de faire un sacré paquet de fois 10 milliards de collisions pour avoir une petite chance d'étudier un peu le boson de Higgs s'il est là, quoi. Donc, la première chose qui vient de là, c'est que il fallait monter en énergie, et pour avoir une chance de voir, comme on ne savait pas où il était, monter le plus haut possible en énergie dans notre collisionneur. Et la deuxième chose, c'est qu'on exigeait de ce collisionneur qu'il ait un taux de collision hyper important pour pouvoir voir des phénomènes rares, comme une production de boson de Higgs. Donc ça, c'est de l'énergie, et ce qu'on appelle la luminosité, c'est juste taux de collision. Alors, là. Vous avez déjà vu des graphes de Feynman? Eh bien, voilà, vous en voyez. Donc, pour une hypothèse de... On ne voit pas très bien, mais ce n'est pas grave. Pour une hypothèse sur la masse, donc je choisis une masse, la masse, elle est en abscisse, ici, je peux calculer les probabilités de production du boson de Higgs. Alors, ces probabilités de production, le boson de Higgs, il peut être produit dans des collisions proton-proton de plusieurs façons. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du gluon, le machin de l'interaction forte. On peut très bien produire un boson de Higgs par fusion de gluon-gluon, en passant par des quarks top, peu importe, de cette façon-là, ou de cette façon-là, ou alors par fusion de W et de Z, ou par ce qu'on appelle le Higgs-Strahlung, c'est-à-dire un W ou un Z qui radie un Higgs. Tout ça, c'est des graphes de Feynman qui correspondent à des processus de création du boson de Higgs dans des collisions proton-proton. Et ça nous dit quelle probabilité tel ou tel diagramme de création va avoir pour une masse donnée. Ça, c'est important au moment du design de l'accélérateur. Parce que moi, je veux avoir la probabilité de création du boson de Higgs la plus grande possible. N'est-ce pas? Donc, pour pouvoir avoir une chance de les créer. Donc, je vais me débrouiller, par exemple, en choisissant de faire un proton-proton ou un proton-antiproton, pour avoir quelque chose de favorable en création du boson de Higgs. Une fois qu'il est créé, ce boson de Higgs, je regarde à l'autre bout, il se désintègre. Il est instable, il se désintègre tout de suite. Il peut se désintégrer en plein de choses, en BB bar, donc là, ça, c'est des quarks B, anti-quarks B, en, je sais plus, je vois rien, W plus W moins, en ZZ, en tau plus tau moins, ça c'est un lepton, ou alors en photon-photon de façon un peu plus compliquée, en passant par une boucle de W ou de quark. Ce que vous voyez là, c'est pareil, c'est les hypothèses sur la masse du Higgs, et ça, ce que vous voyez là, c'est la probabilité qu'il se désintègre en tel ou tel truc. Évidemment, ça, c'est une partie qui est intéressante pour la détection, parce qu'il va falloir que je design mon détecteur de telle sorte que je reconnaisse les produits de désintégration du boson de Higgs. Donc j'ai besoin de savoir ça aussi, et ça, c'est toujours le Lagrangien qui me le donne. Mais ça, c'est un peu primaire, parce qu'il se trouve que celle-là, 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 et même celle-là, sont instables. Donc en fait, ça ne va pas avoir cette tête-là, ça va avoir cette tête-là. Je produis un boson de Higgs ici, qui va se désintégrer. Ah voilà, il n'y a même pas les deux autres, mais par exemple là, un boson de Higgs en W plus, W moins, qui va eux-mêmes faire des sous-produits de désintégration. Donc pour designer mon détecteur, il va falloir que je prenne en compte les particules stables ou stables suffisamment longtemps pour être détectées, qui sont produites dans ces désintégrations de bosons de Higgs.